parvenu, ne serait-ce que dans une certaine mesure, à la liberté de la raison, ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur, pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas. Alors, l'intervention voilà, que je vous propose ce soir, qui est un peu dans la continuité de ce qu'a proposé Mathieu sur les paralogismes de l'inconscient et la manière dont Deleuze-Guattari thématisait l'inconscient à travers Kant. Voilà, donc moi, je vais m'intéresser à deux choses. Donc, j'ai appelé cette intervention mythe et lettres, en essayant de vous expliciter que c'est deux catégories de la schizoanalyse. Alors, j'aimerais en fait un peu comme ça proposer quelques pistes de réflexion sur la place et la fonction de la narration dans l'inconscient. Je crois qu'il y a plus de batterie sur ce PC. C'est ça? Ouais. C'est bon. Je reprends. Oui, donc du coup, j'aimerais voilà, vous proposer de réfléchir à la place et à la fonction de la narration dans l'inconscient à partir donc de bribes comme ça théoriques que l'on trouve par-ci par-là dans l'anti-Oedipe, mais aussi dans le Kafka, qui est donc rédigé et publié 3 années plus tard en 75, et qui sont à même, à mon sens, de préciser un peu le sens du terme schizoanalyse. Qui est, voilà, c'est un peu l'objet d'une discussion qu'on a eue avec Mathieu, savoir si ça renvoyait effectivement à des pratiques ou à une instance critique de la psychanalyse. Donc, pour rappel, Deleuze et Guattari, à partir de 72, appellent donc de leur vœu une schizoanalyse qui serait donc un autre type d'analyse que l'analyse psychanalytique ou l'analyse existentielle ou l'analyse d'autres types d'analyses. En tout cas, voilà, cette schizoanalyse, elle réagit à une certaine classicisation de la cure analytique par certains disciples de Lacan. Et cette proposition de schizoanalyse, elle n'est jamais réellement définie pour elle-même dans les textes de Deleuze et Guattari, même si elle est nobée de très très nombreuses fois. Un peu comme ça, comme un concept ou un terme un peu slogan, ce qui fait qu'il est difficile à manier avec sérieux. Donc on ne sait pas exactement ce que ça pourrait être, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que ce terme, en fait, et cette idée d'une schizoanalyse est concomitante d'un projet qui est plus identifiable, celui d'une psychiatrie matérialiste. Par là, Deleuze et Guattari entendent poursuivre les travaux de Lacan, commencés en fait dans le séminaire sur les psychoses, donc le séminaire 3 de 59, je crois, 60, je ne me souviens plus. Et voilà, en plaçant la psychose donc, au cœur du repérage symptomatologique de la psychanalyse, alors que Freud faisait, au contraire de l'hystérie, le lieu de sa découverte, mais aussi un point comme ça d'origine duquel il a du mal à se séparer. Et bien sûr, placer la psychose au centre de la philosophie du désir, ça constitue une position de relecture critique du corpus freudien, après tout, qui permet de jeter sur la névrose un autre regard, mais c'est un point de vue qui s'accompagne aussi d'une prise en compte de la valeur en fait historico-politique des manifestations symptomales de la psychose et de ses modes d'expression, comme le délire, l'hallucination ou des œuvres d'ailleurs d'art brut. Donc cela dit, l'idée d'une schizoanalyse donc n'a pas à voir, à mon sens, avec une analyse spécifique des psychoses. Oui, il faut pas, je pense pas qu'il faille prendre schizo comme on dire dans son sens d'objet, quoi. C'est une analyse des schizos ou d'un personnage qui aurait été un peu fantasmé et dont on aurait besoin pour penser la schizoanalyse. Mais c'est plutôt, plus précisément, un ensemble de déplacements méthodologiques sur la compréhension et le traitement du sens inconscient, et donc sur ce qu'est le sens inconscient et sur ce que sont ses modes d'expression. Et donc pour le comprendre, je vais repasser un peu par la critique, un point en tout cas important pour moi de la critique de la psychanalyse par Deleuze et Guattari, et puis je passerai un peu sur le Kafka. Donc j'aimerais voilà, essayer de vous redonner un peu vous donner comme ça quelques jalons de la critique donc, de Deleuze et Guattari à la psychanalyse, mais aussi de préciser donc, ce qu'ils entendent par schizoanalyse. Je pense que ce serait voilà, une erreur de penser que la schizoanalyse est véritablement un type de cure. C'est-à-dire qu'on peut tirer des corpus philosophiques de Deleuze et Guattari des lignes pour guider une pratique de l'inconscient qui serait du type cure, quoi. Par schizoanalyse, à mon sens, ils entendent plutôt des potentialisations politiques des théories, autrement dit une réflexion politique sur les pratiques cliniques elles-mêmes. Et s'il n'y a pas de règles donc prédéfinies, la schizoanalyse est tout de même pourvue d'une sorte de programme qui est exposé, vous voyez, à la fin de l'anti-Oedipe, donc
chapitre 4, qui est un chapitre très étrange qui réécrit des parties du chapitre 3. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, cette psychanalyse se centre quand même sur 2 problèmes que la psychanalyse, à mon sens, soulève. Celui de l'interprétation de l'inconscient, donc c'est un problème d'interprétation, et un deuxième problème, plus politique, est celui de l'expérimentation du désir. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qu'on fait de son désir une fois qu'on l'a permis, disons, on l'a débloqué. Autrement dit, les 2 problèmes que pose la psychanalyse, ce sont finalement des problèmes, je pense, finalement assez classiques. C'est le problème du sens du dire, mais aussi de l'action effective. Parole et acte formant 2 lignes indépendantes. Donc, premier point, je vais revenir un peu sur la critique de la psychanalyse dans l'anti-Oedipe, et je vais me centrer en fait sur la place du mythe oedipien dans la genèse de l'idée de schizoanalyse. L'idée donc d'une schizoanalyse, elle dépend donc d'un versant critique qui est assez riche et qui est exposé dans l'anti-Oedipe, et qui ne porte jamais sur la psychanalyse en tant que théorie, ou même comme hypothèse thérapeutique infondée. Il ne s'agit jamais d'invalider l'effet de la psychanalyse faute de preuves scientifiques, vous voyez, c'est pas cette critique-là, mais plutôt de penser ces pratiques interprétatives, et aussi de penser un concept d'interprétation dont la psychanalyse se dote avec Freud. Et Deleuze et Guattari le précisent, alors je cite un passage, que le problème soit d'abord pratique, qu'il concerne avant tout la pratique de la cure, on le voit facilement. Mais le problème ne peut être instruit vraiment ou clairement qu'en réinscrivant, en proposant plutôt une micro-histoire de la psychanalyse viennoise elle-même. Et en effet, Deleuze et Guattari précisent que le concept d'interprétation de la psychanalyse, freudienne en tout cas, dépend d'étapes de formation du savoir psychanalytique au fur et à mesure que s'élaborent justement ces pratiques interprétatives. Et aussi suivant la place que prennent d'autres savoirs, exogènes a priori à la psychanalyse, mais qui concernent par exemple les récits et à plusieurs égards les mythes, et plus précisément le mythe d'Oedipe. Le reproche qui est fait à Freud, mais aussi à la psychanalyse qui s'en autorise, et sans doute moins pour le coup à Lacan, c'est d'avoir coupé l'hypothèse de l'inconscient de sa force politique ou sociale. C'est-à-dire, donc qu'est-ce que ça veut dire couper comme ça l'hypothèse de l'inconscient de sa force politique ou sociale? C'est-à-dire d'avoir d'une part découvert la nature collective du désir, tout en se dotant de concepts, de pulsions, de refoulements, qui sont capables de rendre compte d'une nature économique du désir, mais d'autre part d'avoir accroché cette nouvelle compréhension de la sexualité, étendue à toute champ social, à un mythe qui a une fonction spécifique dans la théorie, qui est celle d'accrocher une forme sociale comme la famille, qui correspond en fait à des réalités de notre expérience, à la réalité d'un fantasme adulte, en le comprenant, ce mythe, comme un élément formateur de subjectivité, et a priori formateur d'autres subjectivités que celle de Freud, qu'il découvre dans son auto-analyse. Donc cette piste, c'est pas seulement une piste qui concerne l'extrapolation d'un goût de Freud pour les mythes, c'est plutôt une attention particulière à l'historicité de la théorie psychanalytique, qui est un souci en fait je trouve qui est un peu sous-estimé dans l'anti-Oedipe, c'est qu'il y a vraiment une connaissance, je pense, très profonde des rapports de force politiques au sein du mouvement psychanalytique lui-même, et aussi à la place, disons, de l'intérêt de la psychanalyse pour la culture. Deleuze et Guattari le rappellent en effet, donc ces pages, attendez, je me souviens plus. Bon, je vous le donnerai tout à l'heure. Freud découvre, entre guillemets, le complexe d'Oedipe en 1897 dans son auto-analyse. Mais il n'en donne qu'une première formule théorique généralisée qu'en 1923 dans Le Moi et le Ça. Mais, poursuivent-ils, entre les deux, Oedipe mène une existence plutôt marginale. Quand on est, par exemple, dans un chapitre à part sur le choix d'objet à la puberté, donc dans les 3 essais sur la sexualité, ou sur les rêves typiques, l'interprétation du rêve. Pourtant, avance-t-il, l'enjeu de ce passage par le mythe n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit d'accrocher théoriquement la sexualité infantile, perverse polymorphe donc, à une sexualité adulte qui peut se figurer elle-même dans le fantasme, c'est-à-dire dans un ordre de représentation du désir, où existent des personnes, des sexes, des positions sociales, etc. Ainsi, cette critique porte aussi donc sur la construction historique de la théorie, et notamment sur la place, par exemple, qu'a pu prendre, alors ça mériterait un travail spécifique, notamment aux travaux la place que Freud a donnée aux travaux portés par Otto Rank, qui est donc un jeune psychanalyste que Freud a
ouais, en fait, qu'il a, pour le coup, pris sous son aile jusqu'à son expulsion du mouvement psychanalytique sur la fin. Et voilà, en fait, Freud rédige une première version, par exemple, de l'interprétation des rêves en 99, mais il ajoute à la quatrième version de l'interprétation des rêves 2 textes d'Otto Rank, notamment un texte sur rêve et mythe, qui, en fait, ouvre la voie à cette idée que le rêve et le mythe s'expriment de la même manière et expriment adéquatement l'inconscient. Donc, le mythe d'Oedipe, alors voilà, il y a juste, je fais quand même une parenthèse. Voilà, le mythe d'Oedipe, c'est pas, comment dire, c'est pas le personnage de Sophocle comme Mathieu l'a évoqué tout à l'heure. Le mythe d'Oedipe, c'est réellement, en fait, le mythe en tant qu'il sert a priori à un repérage signifiant d'un sujet. Donc, le mythe d'Oedipe, sous la plume de Freud, il est au moins double. Alors, il se dédouble plutôt. Il s'agit d'une part donc d'un mythe qu'il découvre dans sa propre auto-analyse. Donc, voilà, c'était donc ça, vous voyez, c'est une troisième synthèse, en fait. Il l'a lui-même vécu. Donc voilà, il le trouve donc à peu près en 1895, quand il est en stage à la Salpêtrière avec Charcot, en réalité. Et donc, qu'est-ce que c'est du coup là? Il la découvre dans son auto-analyse, mais donc c'est un mythe. C'est pas une histoire qui circule dans la parole publique, en fait. C'est pas un mythe actif, vous voyez, c'est pas les zombies, c'est pas Frankenstein, c'est pas nos mythes modernes. C'est plutôt un mythe, mais qui est déjà contenu dans la littérature grecque et qui, bon, bah, circule dans les milieux lettrés et voilà, qui permettent effectivement de repérer sa subjectivité. Mais par exemple, vous voyez, si on prend un peu cette idée-là, en fait, il y a d'autres mythes qui doivent pouvoir fonctionner. Par exemple, moi, je pense que la chèvre de Monsieur Seguin, c'est un mythe effectif pour repérer des choses. Voilà, juste une piste. Un jour, on parlera plus de mythes. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est un mythe. Oedipe, c'est aussi un mythe anthropologique qui a été inventé par Freud lui-même pour les besoins de la théorie, à partir de travaux donc d'anthropologues. Et ça, c'est le mythe du père de la Horde tel qu'on le trouve dans Totem et Tabou. Dans ce sens, le mythe, c'est d'abord un récit donc, que l'on trouve dans la littérature classique grecque, bien sûr dans les littératures européennes. Donc, enfin, Freud les retrouve, enfin, retrouve le mythe. Mais Freud en fait également un ensemble de contenus en fait, anthropologiques, puisqu'il en donne donc une autre version dans Totem et Tabou. Donc, c'est le mythe du père de la Horde, qui est en fait un mythe pour essayer d'expliciter l'instauration en fait, de l'interdit de l'inceste, donc par un meurtre rituel, enfin, par un complot des frères contre le père qui assassine le père, qui était en position d'avoir toutes les femmes. Et donc, ce meurtre génère en fait un régime de conjugaison des personnes qui ressemble donc à un début d'institution maritale. Donc l'un sert d'abord à une subjectivité, à se repérer, mais aussi à éprouver sa propre identité. La seconde version du mythe a fondé dans le temps long de la civilisation la validité d'un tel repérage. Donc vous voyez, il y a un usage, comment dire, stratégique du mythe pour les besoins aussi de la construction d'une théorie. Et donc, importer le mythe dans la formation des subjectivités a un effet très particulier que Deleuze-Guattari thématise comme une transformation de l'inconscient et de ses synthèses dans une totalité expressive. Alors, effectivement, c'est intéressant parce que ça supposerait donc que... c'est pas un paralogisme, c'est plutôt un présupposé, enfin, quelque chose comme ça. Et cette idée, c'est que, voilà, donc je cite page 64, l'inconscient productif qui fait place à un inconscient qui ne sait plus que s'exprimer dans le mythe, s'exprimer dans la tragédie, dans le rêve. Mais qui nous dit que le rêve, la tragédie, le mythe sont adéquats aux formations de l'inconscient, même compte tenu du travail de transformation? Donc Grodek, plus que Freud, restait fidèle à une autoproduction de l'inconscient dans la coextension de l'homme et de la nature, comme si Freud avait reculé devant ce monde de production sauvage et de désirs explosifs, et voulait à tout prix y mettre un peu d'ordre, un ordre devenu classique du vieux théâtre grec. Page 64. Donc il y a cette idée que le passage par le mythe produirait implicitement, comment dire, ou de manière spontanée, l'idée que l'inconscient s'exprime au sens vraiment étymologique du terme, à savoir, ça supposerait donc que l'inconscient possède une forme d'intériorité, c'est-à-dire qu'il est une sorte de ressource de désir et de pulsion, et qu'il s'exprime en se réalisant dans des rêves, en se représentant dans le fantasme et en se résolvant dans le mythe oedipien. Donc voilà, en fait, comment dire, c'est une sorte d'élément dialectique en fait entre l'intériorité et l'extériorité.
Donc, par ailleurs, le mythe fait aussi partie de l'argumentation freudienne à d'autres endroits. Deleuze et Guattari s'intéressent par exemple donc, au délire de Schreber pour montrer que Freud avance, donc je cite, un argument mythologique qui consiste à poser l'adéquation de la puissance productrice de l'inconscient et des forces édificatrices du mythe et des religions. C'est une citation de Freud. Comme s'il existait une première puissance affabulatrice qui serait commune à l'inconscient, mais aussi aux mythes et aux religions. Donc là, Deleuze et Guattari soulignent la proximité, bien sûr, de Freud avec Jung, malgré donc, une rupture qui arrive. Et en fait, qu'est-ce qui est le point un peu commun comme ça entre la position de Freud et celle de Jung? C'est qu'en fait, ce sont deux manières de lire cette adéquation donc, des forces édificatrices du mythe et de la religion et de l'inconscient. Et ces deux manières ont comme postulat commun, disent-ils, de mesurer l'inconscient au mythe, qui dès le départ a substitué aux formations productives de simples formes expressives. Elle consiste en une double possibilité d'interprétation, soit de manière dite anagogique, c'est-à-dire vers le haut, c'est-à-dire que l'inconscient s'exprime adéquatement justement dans les mythes et dans les religions, ou inversement de manière analytique vers le bas, en rapportant le mythe aux pulsions. Mais comme les pulsions sont décalquées du mythe, défalquées du mythe, en tenant compte des transformations, alors le résultat est le même. Dès lors, donc, la schizoanalyse n'est pas une pratique psychanalytique au sens, disons, où on pourrait trouver des lignes directrices donc, pour les psychanalystes, mais plutôt une certaine poétisation du sens qui consiste déjà à s'interroger sur sur la matérialité des théories, c'est-à-dire sur les éléments ou les présupposés, disons, les théories du sens présupposées par la psychanalyse. Et ça ne consiste pas à nier toute effectivité à un mythe, mais ça souligne, mais l'intérêt est de souligner son propre traitement dans le cadre théorique ou même d'une parole ou d'une écriture de ce mythe-là. Deleuze et Guattari, 3 ans après donc l'Anti-Oedipe, donnent un exemple comme ça d'une schizoanalyse qui est donc l'exemple d'un traitement du mythe par une écriture, enfin du mythe oedipien par une écriture littéraire. Donc, partie 2 ou versant 2, donc expérimenter. Et j'aimerais essayer voilà, de vous expliciter comment, en fait, la lettre, notamment l'usage que Kafka a fait des lettres, sont un moyen de traiter le mythe oedipien tel que Deleuze et Guattari l'identifient dans l'Anti-Oedipe. Et donc, voilà, de produire un autre type d'expression, en tout cas, une autre complexification pour faire sens. Donc, le seul véritable exemple d'une schizoanalyse qui soit menée à son terme, en tout cas par Deleuze et Guattari, suivant le programme qu'on trouve dans l'Anti-Oedipe, c'est donc un livre sur un auteur littéraire, à savoir Kafka Littérature mineure, qui est publié donc en 1975. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, Deleuze et Guattari se donnent un objet vraiment fini, limité, à savoir une œuvre littéraire, et qu'ils considèrent donc qu'une écriture littéraire puisse faire un traitement du désir, qui puisse avoir, et ça c'est quand même très intéressant, des effets cliniques, ou au moins un peu libérateurs, au moins tout autant qu'une cure. Alors l'idée n'est pas de prescrire, c'est pas de dire écrivez votre vie plutôt que d'aller en analyse, c'est pas exactement ça, mais c'est plutôt de soutenir que quelques-uns et quelques-unes, mais relativement rares quand même, sont parvenus à traiter leurs symptômes par une pratique scripturaire. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Alors on pourrait se dire, bon, bah, ceux qui y parviennent, ce sont sans doute ceux sur qui Deleuze et Guattari écrivent. Pas tous peut-être, mais... Donc, par conséquent, il s'agit donc de produire des outils dans Kafka Littérature mineure pour lire cette écriture comme une pratique clinique et rendre sensible, d'une part, son efficacité, mais encore d'autre part, son organisation. Donc, l'idée donc, de cette schizoanalyse concerne davantage une manière d'ouvrir des objets de sens à des conditions historiques et matérielles de production de ce sens, c'est-à-dire, au fond, aux conditions matérielles d'existence, entendu qu'elles débordent, qu'elles concernent plutôt le travail au sens large, c'est-à-dire les activités pratiques, et l'amour au sens des liens que l'on tisse avec d'autres, donc au sens large aussi. Autrement dit, il ne s'agit pas donc de poser un problème d'interprétation, c'est-à-dire de faire correspondre en fait à un récit des contenus mythiques, par exemple, présupposés, mais plutôt de poser un problème de lecture applicable aux œuvres littéraires que Freud a donc mal lues, puisque Freud a consacré de nombreux textes en fait à des œuvres littéraires entre justement 1899 et 1923, le mois et le temps.
Donc, en ajoutant donc, en effet, donc un passage de l'Ancien Libre requalifie la schizoanalyse comme une pratique non pas de l'interprétation, mais de la lecture, entendu qu'une lecture a forcément plusieurs dimensions. Là, c'est un passage que je vais vous lire. Donc, d'une manière plus générale, on a trop vite fait, dans les phénomènes de lecture, de découvrir des contradictions, soit pour les déclarer irréductibles, soit pour les résoudre ou montrer qu'elles sont seulement apparentes suivant les goûts. En vérité, il n'y a jamais de contradiction apparente ou réelle, mais seulement des degrés d'humour. Et comme la lecture a elle-même ses degrés d'humour, du noir au blanc, avec lesquels elle évalue les degrés coexistants de ce qu'elle lit, le seul problème est toujours celui d'une répartition sur une échelle d'intensité qui assigne la place et l'usage de chaque chose, chaque être ou chaque scène. Il y a ceci et puis cela, et débrouillons-nous avec, tant pis si ça ne nous plaît pas. De là l'ambiguïté des textes chez de grands auteurs quand ils manient le thème des races, fertile en équivoques comme le destin. La schizoanalyse doit ici débrouiller le fil, car lire un texte n'est jamais un exercice érudit à la recherche de signifier, encore moins un exercice hautement textuel en quête d'un signifiant, mais un usage productif de la machine littéraire, un montage des machines désirantes, exercice schizoïde qui dégage du texte sa puissance révolutionnaire. Donc, plusieurs remarques un peu sur cette citation, qui est dans le chapitre 2. Il est tout à fait parlant, il me semble, de voir que Deleuze et Guattari donnent une définition de la schizoanalyse comme une pratique de lecture qui s'applique justement à des textes littéraires. Dans ce passage, donc, que j'ai un peu tronqué parce qu'il était, en fait, il fait presque une page et demie, en fait, on trouve deux exemples littéraires qui permettent d'étayer ce qu'ils avancent. Donc, La recherche du temps perdu de Proust, mais aussi d'autres textes, donc, alors, sous-entendu Rimbaud, Nietzsche, Schreber, Céline, qui parlent justement explicitement des races sans que l'on sache s'il s'agit, dans certains cas, de propositions foncièrement racistes ou seulement raciales. L'interprétation psychanalytique, c'est-à-dire les pratiques du sens qui sont mobilisées dans les pratiques de cure, à l'inverse, sont orales, c'est-à-dire que l'interprétation psychanalytique se fait sur du dire et non pas sur de l'écrit. C'est dire donc qu'il ne reste pas de trace de ces interprétations, autrement dit qu'on n'a rien d'autre qui atteste des gestes cliniques des psychanalystes, si ce n'est leurs écrits et ce qu'ils font aussi avec d'autres écrits de cas singuliers. Par exemple, ce que Freud a fait avec la littérature. Une lecture, donc, n'est ni un commentaire savant, ni un exercice textuel à recherche d'un signifiant qui agencerait la vérité du texte, mais donc un usage productif de la machine littéraire, c'est-à-dire une attention à des degrés de sérieux ou d'humour. C'est-à-dire, en fait, à des degrés de croyance de la personne qui écrit avec les signifiants qui sont agencés. Cette question donc de l'humour, c'est un fil conducteur justement de ce que Kafka fait avec les coordonnées familiales et conjugales. Donc Deleuze et Guattari s'intéressent au texte de Kafka, enfin moins au texte qu'à son écriture. D'ailleurs, quand on s'intéresse un peu à la manière dont le livre a été écrit, on se rend compte que ils n'ont pas pris le texte en soi pour essayer de le commenter. Ils sont allés chercher en fait des expériences, des anecdotes, des témoignages d'autres personnes pour essayer de produire immédiatement une extériorité au texte. Et donc, voilà, l'hypothèse qu'il formule finalement, donc les questions qu'il pose, alors la question c'est pas qu'est-ce que veut dire Kafka ou que veut dire le texte, mais plutôt dans quelles conditions Kafka parvient-il à écrire? Non, parce qu'en fait, Kafka, c'est quelqu'un qui a du mal à écrire en réalité, c'est-à-dire qui en fait, qui s'accroche à son journal et essaie d'y écrire tous les jours parce que sans ça, il ne s'y tient pas. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des fulgurances puisqu'il écrit le procès en une seule nuit. Après, bon, après une situation aussi difficile pour lui puisqu'on l'a effectivement passé au tribunal comme ça, ses propres parents d'ailleurs. Voilà. Ainsi, voilà, l'hypothèse, c'est que dans l'écriture de Kafka permet de produire un certain repérage des impasses ou des blocages d'une singularité, donc pas un repérage oedipien. Mais bon, c'est plutôt en fait, comment dire, presque de manière autotélique. En fait, l'écriture est capable d'explorer les impasses qui l'empêchent elle-même d'advenir. C'est un peu cette idée-là. Et donc, donc finalement, l'œuvre serait une manière, en tout cas la manière dont Deleuze et Guattari aussi reconstruisent l'œuvre, ce serait une description, une sorte de carte du symptôme de Kafka. Et je vais plutôt voilà, me pencher sur le chapitre 2. À ce titre, voilà, Deleuze et Guattari remarquent qu'il traite donc son propre fantasme oedipien en écrivant une lettre, à savoir donc la lettre au père. Contrairement donc aux lettres d'amour que Kafka écrit
de manière quand même frénétique à Félix et Milena. La lettre au père, c'est une lettre qui est unique et qui n'a pas une valeur motrice, c'est-à-dire qu'il ne s'agit jamais de rejoindre quelqu'un. Alors que dans la correspondance amoureuse, il s'agit toujours d'envoyer des lettres pour dire oui, j'arrive. Bon, il n'y va jamais, mais enfin, vous voyez, c'est pas grave, il y a quand même l'idée d'un mouvement. Là, en fait, c'est pas une lettre qui a une valeur motrice, mais c'est une lettre qui donc est un blocage dans le processus d'écriture kafkaïen. Donc, il faut s'arrêter à écrire cette lettre-là. Donc, Kafka, il décrit très précisément les résultats d'une éducation qu'il a manifestement subie et les effets sur sa vie. Et effectivement, la lettre commence. C'est une liste, en fait, de toutes les impossibilités qu'il rencontre, quoi. Donc voilà, Deleuze et Guattari disent tout est la faute du père, si j'ai des troubles de sexualité, si je n'arrive pas à me marier, si j'écris, si je ne peux pas écrire, si je baisse la tête dans ce monde, si j'ai dû construire un autre monde infiniment désertique. Elle est pourtant très tardive, cette lettre. Kafka sait parfaitement que rien de tout cela n'est vrai. Son inaptitude au mariage, son écriture, l'attirance de son monde désertique intense ont des motivations parfaitement positives du point de vue de la libido et ne sont pas des réactions dérivées d'un rapport au père. Ce sont des choses qu'il veut. Donc, dans le chapitre 2, donc un Oedipe trop gros, Deleuze et Guattari exposent donc cet Oedipe kafkaïen, qui est une sorte de pendant à l'Oedipe freudien. Et Kafka donc invente une sorte d'usage pervers d'Oedipe qui consiste, ou qui repose, disons, sur la perversion d'une situation d'énonciation. C'est-à-dire, normalement, une situation d'énonciation, c'est voilà, le jeu, cette unité psychique qui transcende la totalité de ses expériences vécues et qui s'adresse à un tu en gardant son unité et en faisant du tu un objet dans sa bouche et vice-versa. Ici, en fait, il détruit toute possibilité que l'énonciation ait lieu, puisque dès le début de la lettre, il explique qu'il ne peut pas écrire, enfin qu'il ne peut que lui écrire parce que ce qu'il a à dire est de toute façon trop beau, trop beau, non, trop gros, excusez-moi, pour supporter l'exigence de cohérence de l'oral. Il faut que ce soit posé par écrit. Alors voilà, je vous cite juste un passage de la lettre. Tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre, en partie justement à cause de la peur que tu m'inspires, en partie parce que la motivation de cette peur comporte trop de détails pour pouvoir être exposée oralement avec une certaine cohérence. Très bien. Donc cette lettre, c'est une réponse au père, ou plutôt à l'image que ce dernier donne de la relation père-fils. Kafka n'y a alors qu'un seul sujet d'énonciation, puisqu'il fait parler, un peu comme un ventriloque, son propre père à la toute fin de la lettre. Donc Deleuze et Guattari remarquent que cette torsion de l'énonciation, elle produit un glissement d'une version un peu paranoïaque névrotique d'Oedipe, avec l'idée que le père me menace, vers un Oedipe pervers qui est plus quérulent déjà, c'est-à-dire qui est plus dans la revendication de justice. Et voilà, en fait, on passe d'un père bien-aimé, haï, accusé, déclaré coupable, à un Oedipe donc plus pervers qui bascule dans l'hypothèse d'une innocence commune du père et du fils, c'est-à-dire d'une détresse commune, détresse en fait politique, mais pour donner lieu à une accusation au énième degré, à un reproche d'autant plus fort qu'il devient inassignable et illimité. En donnant donc en imagination la parole au père, c'est-à-dire le pouvoir d'exposer la stratégie d'innocence, donc je vous cite un passage, tu veux démontrer que premièrement tu es innocent, deuxièmement que je suis coupable, et troisièmement que par pure générosité tu es prêt non seulement à me pardonner, mais encore, ce qui est à la fois plus et moins, à prouver et à croire toi-même, à l'encontre de la vérité d'ailleurs, que je suis également innocent. Kafka donc lui retire toute puissance énonciative. La lettre est perverse dans ce sens qu'elle brise toute possibilité d'adresse réelle, puisque Kafka occupe toutes les places, celui du juge et de toutes les parties, l'accusation, la défense, l'accusé. Voilà pourquoi la lettre n'est pas une lettre, disent Deleuze et Guattari, mais c'est un portrait. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire, il s'agit de comprendre qu'en réalité, ça a l'air d'être une lettre, mais en fait, ça pourrait aussi bien être, comment dire, mobilisé même un autre médium esthétique, en fait. Ce qui compte, c'est pas du tout l'envoi, quoi, parce qu'en fait, c'est une lettre, voilà, c'est ça, perverse, c'est en fait complètement stérile. C'est un portrait, une photo, qui est glissée donc dans la machine d'expression de Kafka, c'est-à-dire dans toutes les composantes d'écriture et toutes les possibilités d'écriture qu'il a, qui passent donc en fait par une palette assez riche, puisqu'il y a des nouvelles, des lettres amoureuses, des romans, son journal, il participe aussi, il suit beaucoup de troupes de théâtre avec qui il y a une correspondance avec le metteur en scène. Bon. Donc Kafka, donc c'est un portrait, une photo qui est glissée dans une machine d'une toute autre espèce. Kafka, lui, par exemple, se passe du théâtre. Vous voyez, par exemple,
il n'y a pas cette idée que le théâtre est un espace de représentation de la subjectivité. C'est vraiment une idée de la culture classique germanophone du 19e. Par contre, il dessine donc des personnages à la tête penchée. Voilà. Avec la notion donc, Deleuze et Guattari soulignent donc les composantes un peu extra-littéraires qui entrent dans la composition de cette lettre et qui font monter une image un peu hyperbolique à travers une série d'interprétations paranoïaques qui manifestent un certain savoir de Kafka, ou en tout cas une connaissance au moins naïve de la théorie psychanalytique. Et effectivement, Deleuze et Guattari précise qu'en réalité, Kafka sait que Oedipe est un moyen assez moderne, courant du temps de Freud, qui permet justement des effets comiques. Il suffit de le grossir. C'est étrange qu'en pratiquant donc ça c'est une citation de Kafka. C'est étrange qu'en pratiquant l'insatisfaction assez systématiquement, toute comédie puisse devenir réalité. En fait, il a tout à fait conscience que son symptôme, finalement, un mode d'expression de son symptôme, c'est de se faire croire que, ou de se forcer, euh, tout en n'y croyant pas, bien évidemment. Ouais. Donc la lettre au père inverse un peu la présupposition tragique qu'on retrouvait dans l'esthétique freudienne. Ce n'est plus l'écriture qui est innocente, capable d'avouer les fantasmes oedipiens, comme une sorte de pratique de véridicité, mais la famille, c'est la famille qui culpabilise l'écriture et contre laquelle Kafka donc mobilise l'humour. Deleuze et Guattari donc, remarquent que le but, c'est d'obtenir un agrandissement de la photo, un grossissement jusqu'à l'absurde. La photo du père démesuré sera projetée sur la carte géographique, historique et politique du monde pour en couvrir de vastes régions. Le nom du père surcode les noms de l'histoire, juifs, tchèques, allemands, Prague, ville, campagne. Mais par là, à mesure qu'on agrandit Oedipe, cette espèce de grossissement microscope fait surgir le père pour ce qu'il est, lui donne une agitation moléculaire où se déroule un tout autre combat. Donc cette accusation hyperbolique, elle se retourne pour faire apparaître une soumission du père à des figures de pouvoir. Donc, là, en fait, voilà, on parlait de l'articulation en fait sur les rapports, comment dire, la familialisation des rapports sociaux ou même la politisation à l'intérieur de la famille. Là, c'est le cas, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée de Kafka, voilà, c'est de présenter son père comme un juif des campagnes qui a abandonné sa langue, sa foi, pour intégrer en fait la bourgeoisie urbaine pragoise. Donc c'est quelqu'un qui s'est acculturé, enfin, quelque part, par un velléité d'intégration. Donc le père de Kafka n'est plus une personne, mais c'est un effet de l'histoire presque, vidé donc de toute la monstruosité dont la problématique un peu névrotique pouvait le remplir. Agrandir et grossir Oedipe, en rajouter, en faire un usage pervers ou paranoïaque, c'est sortir de la soumission, redresser la tête et voir par-dessus l'épaule du père ce qui était en question de tout temps dans cette histoire-là. Toute une micro-politique du désir, des impasses et des issues, des soumissions, des rectifications. Ouvrir l'impasse, la débloquer, déterritorialiser Oedipe dans le monde au lieu de se reterritorialiser sur Oedipe et dans la famille. Comme le souligne donc Deleuze et Guattari, l'effet de l'agrandissement comique est double. Il rend possible une recomposition un peu empirique par l'écriture de la névrose, non plus comme un symptôme subi ou une souffrance, mais comme un problème d'expression. Ça, c'est vraiment intéressant de se dire que bon, Kafka, c'est quelqu'un qui souffrait quand même considérablement et qui, bon voilà, en fait, par l'écriture, en fait, recompose, enfin, il se débarrasse pas de son symptôme, il le recompose et en fait un usage actif, en fait, et plus seulement passif. Donc l'autre issue à la famille est donc plus créative, c'est l'écriture donc de nouvelles que Kafka conçoit comme des rapports étroits avec les traditions, avec une tradition juive orientale de contes, donc il lit en fait et qu'il découvre par ce metteur en scène. En fait. Donc si la lettre est la découverte des coordonnées sociales, économiques derrière le triomphe familial, on les retrouve telles quelles aussi dans la Métamorphose ou dans d'autres nouvelles comme les Recherches d'un chien. Donc de cette lecture de la lettre, Deleuze et Guattari extrait donc une forme abstraite, le triangle qu'on retrouve en fait dans tous les récits de Kafka comme un artifice qui sert à déterritorialiser l'expression. En fait, il y a souvent chez Kafka le héros et deux personnages qui se ressemblent, tic et tac, vous voyez par exemple, ce genre de... Voilà, et donc en fait, effectivement, l'idée c'est de retrouver en fait euh, comment en fait ces triangulations qu'on voyait à l'œuvre chez Freud sont en fait détournées pour ouvrir en fait un autre problème politique. Hum, hum. Donc voilà, juste pour terminer un peu, je vais
sinon on n'a pas trop le temps de parler. Donc, je vais abréger et donc finir un peu là-dessus. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, voilà, Kafka, il est intéressant parce qu'il fait un usage, donc à la fois de la correspondance, donc un usage complètement pervers bloqué avec le père, un usage un peu vampirique avec les femmes, à qui il envoie beaucoup de lettres, à qui il demande jusqu'à 4-5 lettres par jour quand même en retour, parce qu'il faut avoir beaucoup de choses à dire, quoi. Et une autre solution, c'est l'écriture du coup pour le coup de roman, quoi. Sauf que effectivement, Kafka se lance en fait souvent dans des nouvelles. En fait, pourquoi? C'est parce qu'en fait, son écriture littéralement tourne court, quoi. Il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et donc certaines nouvelles sont, en fait, les manuscrits sont pas complètement achevés. On n'est pas sûr que ce soit fini. Il y a des problèmes de génétique textuelle chez lui. Et en fait, les seules fois où il arrive à écrire des romans, enfin, la première fois en tout cas, c'est le procès, et c'est à l'issue justement voilà, d'une sorte d'expérience de mise en procès par sa famille, parce qu'à force, bien évidemment, d'envoyer des lettres à des femmes qu'il dit qu'il va rejoindre puis épouser, bien évidemment, on l'a confronté, enfin, on a essayé de faire tomber, si vous voulez, le, le système de masque que représente en fait son usage de l'écriture aussi. Et voilà, donc je vais m'arrêter là et on peut discuter. Si- Est-ce que vous avez des questions? Ouais, Merci beaucoup pour votre présentation. merci. Si vous avez dit que pour vous, le livre sur Kafka, c'était la seule tentative vraiment réussie de schizoanalyse, c'est ça? Mais je me demande ce que vous pensez de la préface qu'a écrit Deleuze pour le schizo et les langues, parce que Ah ouais. c'est un bon exemple, dans le sens de ce que vous avez présenté comme schizoanalyse, non? Oui, c'est vrai. Là, j'y avais pas pensé. C'est un texte que j'ai beaucoup lu, surtout parce qu'il met en place, vous savez, le concept de procédé. Mais oui, effectivement. Bah, quand même, il me semble que dans la préface, à la toute fin, il dit quelque chose. Il dit, bon voilà, donc, Wilson a créé en fait un procédé donc, qui permet en fait d'apprendre des langues et de tout faire pour ne pas parler sa langue maternelle, qui est celle parlée par sa mère, qui lui hurle dessus. Voilà. Mais en fait, il y a quelque chose aussi, il dit, mais ça ne fait pas littérature. Oui, c'est bizarre, il y a une sorte, je pense que c'est une bonne question parce qu'il y a quelque chose qui est, euh, c'est comme si cette fois-là, il avait sous-entendu que c'était moins, ça n'avait pas la dignité, c'est bizarre cette phrase, c'est comme si ça n'avait pas la dignité de la culture presque. Personnellement, je l'interpréterais plutôt par que Ouais. ça crée de l'extériorité par rapport à de la culture, ce qui pour le coup, Oui. pour Deleuze est plutôt positif. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est de la littérature d'art brut, en fait, un peu. Peut-être, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. En créant un protocole comme ça d'apprentissage et de classification des langues, oui. Oui, ok. Mhm. C'est peut-être plus méta que chez Kafka. Ça, c'est Oui, plus c'est ça. une réflexion permanente sur comment, Oui. quel procédé utiliser pour Oui. contrer le langage Oui. maternel, Oui. ainsi de suite. Oui, mais c'est une belle manière enfin, de stabiliser, de transformer son délire, quoi, finalement, en écrivant ça. Ouais. Oui. Euh, alors, je suis pas sûr d'avoir trop compris ce que vous avez dit sur le mythe, mais de ce que je comprenais, c'est qu'en gros, le mythe, ça opérait comme quelque chose qui permettait de un peu défaire la productivité de l'inconscient Oui. et le rendre expressif, en fait. Oui. Ok, mais du coup, j'avais l'impression quand même que, justement, chez Deleuze et Guattari, il y a quand même une certaine pratique du mythe, Oui. un peu semblable, par exemple, à ce qu'il y a dans Totem et Tabou, où en Mhm. fait, enfin, il crée un mythe, mais en se basant sur l'anthropologie, Mhm. et j'ai l'impression que le troisième chapitre de l'Antiodie, Sauvage va avoir civilisé, en fait, c'est que ça. Oui. C'est que utiliser l'anthropologie, Oui. en faire une sorte de mythe, et justement, mais pour rendre, en fait, pour remontrer la productivité de l'inconscient. Ouais. Et du coup, en fait, enfin, le mythe, il serait pas forcément par essence qui va rendre expressif enfin, l'inconscient. Quoi. Ouais, bien sûr. En fait, bon, en fait, effectivement, la question des mythes, elle ne s'arrête pas à la question du mythe oedipien. Mais comment dire, ce qui se passe, c'est que, en fait, ce qui ne va pas avec ce mythe, je pense, c'est que
pour Deleuze et Guattari, c'est un mythe qui correspond à rien dans la praxis sociale, en fait. C'est-à-dire, c'est un mythe, effectivement, qui circule dans les universités germanophones au moment où Freud écrit. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que en fait, le terme de catharsis, c'est-à-dire du coup cette idée qu'il y a un effet thérapeutique de l'art, donc ça part d'Aristote, c'est redéfini par Lessing. Et en fait, il se trouve que Freud a été la dernière personne en bout de course avec Oedipe à boucler un peu cette théorie-là, c'est-à-dire à partir du principe que certaines œuvres, et donc la consommation d'une mythologie subjective et individuelle, permettait de régler quelque chose de son conflit psychique, quoi. Et ça, pour le coup, eux, quand ils vont chercher des mythes, par exemple les mythes d'Ogon, ce sont pas des mythes. Déjà, ce ne sont pas des mythologies individuelles et subjectives, ce sont des mythologies collectives qui ont encore cours, le plus souvent. Et ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que ce sont des mythes actifs dans une praxis sociale. Ça, il y a un moment où il faut expliquer. C'est que c'est un mythe, c'est confiné un peu à une espèce d'aristocratie royale, et du coup, ça reste confiné à la famille. Oui. Et je crois, par exemple, chez Sophocle, le peuple, il est juste limité au fait qu'il y a une espèce de maladie qui tombe sur lui et qui va, je crois, se plaindre contre le roi, un truc comme ça. Ouais. Mais ouais. Après, bon, ce qui est drôle, c'est par exemple dans Mille Plateaux, ils ont plutôt tendance à parler de d'Oedipe à Colonne, c'est la suite. Et en fait, une fois que Oedipe est errant, voilà. C'est la question de ses déplacements en plus. Ouais. Et aussi, ma question que j'avais, c'est du coup, le mythe oedipien, Oui. est-ce que, en fait, est-ce qu'il y a une espèce d'utilisation un peu chez Freud, parce que je crois qu'il y a, dans les gens, c'est ça, je suis pas sûr, mais un peu de quelque chose d'une certaine phylogénèse, un peu, Ouais. dans un truc en fait, c'est quelque chose qui serait passé de manière primitive, un peu comme avec le père de la Horde, etc. Et du coup, qui reste un peu dans les corps de chaque individu euh, dans, dans le présent, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que même chez Deleuze et Guattari, il y a un peu cette même utilisation de la phylogénèse, justement, dans comment ils vont penser l'écriture sur le corps des primitifs, etc., qui fait intérioriser une certaine mémoire. Ils parlent de mémoire cosmique, etc. Oui. Bah, en fait, la référence, comment dire, quand même l'ancrage ethnologique de la partie 3, c'est quand même Nietzsche, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on pourrait tout à fait discuter du fait que, comment dire, la conception comme ça des signes comme quelque chose qui est à même le réel, qui entre dans la chair, enfin, en fait, il y a toute une phénoménalité un peu crue, qui est celle de la généalogie de la morale, quoi, qui est aussi une vision peut-être un peu primitiviste, quoi. Mais je crois qu'en fait, après, voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que Deleuze et Guattari, pour eux, c'est un primitivisme stratégique. C'est-à-dire de dire, en fait, euh, il y a une affinité de certains signes avec le désir. Le capitalisme casse ça. Et en fait, il se produit une forme de... je ne sais pas si c'est ouais, une position qui consiste à dire que dans les processus de douleur, il y a quelque chose de plus juste, par exemple, que dans la destruction. En fait, ce que je me demande, c'est à quel point, en fait, chez Freud et chez Deleuze et Guattari, la pensée un peu d'une certaine phylogénèse qui partirait justement d'un mythe et qui serait imprimé dans les individus, c'est considéré comme quelque chose de vraiment réel, ou comme, je sais pas, un genre de fiction un peu productive, quoi. Je pense que c'est plutôt une fiction productive, quand même, quoi, quelque chose. En fait, c'est cette idée que les récits. Enfin, c'est un peu ça. Ouais, c'est cette idée que les récits, ou même les récits sont à la fois des outils de formation de subjectivité, et en même temps, les symptômes ne sont pas très loin d'être ça aussi. C'est-à-dire un symptôme, c'est une histoire qu'on se raconte, de laquelle on ne sort pas, dont on sort éventuellement, parfois, et pas toujours. Mais et en fait, je crois que c'est ça, c'est cette idée que finalement, il y a une sorte. Il n'y a pas d'homogénéité des forces de l'inconscient et celle du mythe, mais il y a une sorte d'homogénéité narrative ou formelle entre des modes d'expression symptomaux et certains récits. Je pense que c'est plutôt ça l'idée. Du coup, ce qui resterait dans le temps long, ce serait ce qu'on se raconte et qui est un peu qui correspond à des symptômes, quoi. Ouais. Le problème, c'est que quand on se raconte quelque chose, c'est pas simple. Justement, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, on prend des bribes de récits sur d'autres récits. Donc, ça peut être des récits classiques, des choses qu'on a, des récits entendus enfant par enfant. Ça peut être je sais pas, des tours de voix,
tu vois? Et donc du coup, je pense que c'est complètement machiné aussi, quoi. Comme ce que dit Lévi-Strauss Ouais. sur le mythe, à savoir c'est une tentative de synthèse entre des choses qui peuvent être contradictoires en soi et qu'on essaie de faire tenir ensemble. Ouais. Je sais pas, chez les Grecs, les hommes viennent de la terre, mais les hommes viennent aussi de comment? Et les mythes, c'est une manière de bricoler un peu tout ça. Ouais. En fait, ce qui me perturbe et qui me pose un peu question, c'est justement la manière dont Deleuze, des fois, il va dire que justement, tous les concepts qui s'utilisent, c'est pas des métaphores, c'est quelque chose de réel, etc., etc. Mhm. Et du coup, justement, il y a à la fois une espèce d'ambiguïté entre le fait que on a l'impression qu'il raconte des mythes, des fictions productives, et en même temps qu'il dit non, c'est réel, c'est quelque chose qui existe. Et du coup, c'est plus ça où en fait, je sais pas trop comment trancher et qu'est-ce qui arrive à être convaincant ou pas. Je trouve que c'est un peu. Mhm. Hmm. Euh, Bah, c'est vrai que c'est pas censé être des métaphores, parce que c'est censé être former les diagrammes des états de force réels qui existent. Bah, alors pour les mythes, du coup, ce serait pas ça, mais pour les contes, bah, il me semble que dans les contes, ce qu'il dit, c'est que c'est pas des métaphores je sais pas, comme chez, c'est pas une métaphore au sens où on va faire comme si tel clan était était tel animal pour l'identifier, etc. Mais un conte où un personnage se transforme en animal, c'est censé, c'est pas enregistrer par exemple le fait que dans une situation sociale, quelqu'un qui n'a pas telle place va pouvoir se trouver beaucoup plus proche de l'animal. Ou je pense que c'est un peu ça l'idée. La réalité, c'est une réalité des rapports de force. Oui, voilà, je pense que c'est ça l'idée. Et, et c'est en ça que c'est pas des métaphores, quoi. C'est oui. C'est un peu, c'est un peu comme certaines différentes machines peuvent avoir un même principe de fonctionnement. Cette question de métaphore, elle est parfois, je sais plus où, mais parfois évoquée en rapport avec Simondon quand il parle des machines. Et bon, Simondon dit une machine se définit par un principe de fonctionnement, moteur à explosion. C'est pas pareil que tel type de moteur. Oui, c'est une analogie plutôt qu'une métaphore. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Après, le terme d'analogie aussi assez critiqué, mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Et à mon avis, ce qu'il dit, c'est que on peut retrouver ce principe, même dans des choses très différentes, un mythe et une réalité, ou plutôt un conte et une réalité sociale. Parce qu'il y a un peu cette idée-là. Mais... Est-ce que vous avez encore d'autres questions? J'en ai peut-être une dernière pour toi, Laureline. Ouais. Du coup, tu as bien montré que dans les lettres, Oui. Kafka arrive à transformer, enfin, arrive à emprunter différentes places, celle du juge, ou Mhm. que donc ça transforme totalement le sujet d'énonciation qu'il est censé être, Mhm. et le père aussi. Mhm. Est-ce que, je me souviens plus du tout, mais est-ce que c'est équivalent à, par exemple, ce que Deleuze et Guattari vont dire du devenir animal dans les nouvelles, dans la métamorphose, bien sûr. Mhm. Est-ce que c'est un même type de. Est-ce que la lettre rejoint le conte de ce point de vue-là? Non, je pense pas. Je sais pas, le conte, j'ai vraiment le sentiment que c'est un procédé de soustraction, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, enfin, la métamorphose, oui. littéralement, il s'enlève, quoi. C'est même plus vraiment adressé. Oui, ouais, oui, oui. Ouais, Oui, après, en fait, c'est plus, le point commun, c'est plus le côté parodique de cette lettre. En fait, cette lettre est une parodie de procès mm, où il se fait juge, partie, accusateur, accusé. Et pour le coup, dans la métamorphose, il y a un effet parodique, quoi. Enfin, là, il a ses petites pattes, sa couverture qui tombe, son ventre est trop lisse. mm, Et voilà, je trouve que l'effet parodique ou comique, c'est peut-être à la limite le point commun entre les deux, quoi. oui. Et peut-être que la lettre au père, bon, même si voilà, c'est une manière d'ériger comme ça tragiquement quelqu'un de très menaçant pour s'en moquer, je pense que l'humour, en fait, c'est un truc qui s'expérimente dans la lettre et qui devient un peu, enfin, qui fonctionne à Mm, plein dans la métamorphose, par exemple. oui. Plus, quoi.
avez encore des questions? On a tenu 2 heures. Bah, il nous reste à vous remercier d'être Merci. venu à cette première séance. Vous êtes de Nanterre? Des questions. Ok. Et donc, la prochaine séance, ce sera le 23 janvier. Ouais. Pareil, même salle, même horaire, vendredi. Et ce sera Guillaume Sibertin-Blanc qui nous parlera de l'inconscient dans les Spinoza de Deleuze. Peut-être qu'on peut leur dire au revoir. Au revoir.